Sophie se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand la porte de sa chambre claqua violemment. Sa mère, les yeux rougis de rage, brandissait une lettre froissée, hurlant des insultes qui résonnaient dans l'appartement exigu de la banlieue parisienne. Ce qui suivit fut un ouragan de mots blessants, menant à une expulsion immédiate de la maison familiale, laissant Sophie seule sur le trottoir avec un sac à dos, réalisant que son coming out venait de briser irrémédiablement les liens qu'elle avait sacrifiés tant d'années à préserver. Elle avait 28 ans. Et pourtant, elle se sentait comme une adolescente perdue. Depuis l'âge de 12 ans, Sophie avait été forcée d'endosser le rôle de mère pour ses 6 frères et sœurs plus jeunes. Ses parents, accablés par des emplois précaires et une vie chaotique, avaient délégué à elle toutes les responsabilités, préparer les repas, laver le linge, aider aux devoirs, consoler les pleurs nocturnes. C'est ton devoir ? Sophie lui répétait sa mère. Une femme usée par les grossesses successives et les factures impayées. Son père, ouvrier dans une usine automobile près de Renault à Flins, rentrait tard, épuisé, et ne faisait que hocher la tête en accord. Sophie n'avait pas eu d'enfance, elle avait grandi en adulte miniature, sacrifiant ses rêves pour maintenir la famille à flot. À l'école, elle excellait malgré tout, mais les opportunités s'étaient envolées. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage scolaire, pas même un petit boulot pour économiser. Tout son temps libre était consacré à la fratrie, changer les couches du petit dernier, arbitrer les disputes entre les jumeaux, veiller sur la santé fragile de la cadette atteinte d'asthme. Les voisins du quartier de la Courneuve la surnommaient « la petite maman », avec une pointe d'admiration mêlée de pitié. Mais intérieurement, Sophie bouillonnait. Elle se sentait piégée, invisible, comme si sa vie n'était qu'un prolongement des besoins des autres. C'est lors d'une rare sortie, à 19 ans, qu'elle rencontra Élise. C'était à une fête organisée par une cousine éloignée, dans un appartement du Marais à Paris. Élise, une étudiante en littérature à la Sorbonne, 20 ans, avec ses cheveux blonds courts et son rire contagieux, avait illuminé la soirée. Elles avaient discuté des heures, de livres, de rêves, de la vie en général. Pour la première fois, Sophie s'était sentie vue, comprise. Un baiser volé dans un coin sombre avait scellé le début d'une relation secrète, pleine de promesses et de peurs. Mais la réalité rattrapa vite Sophie. Rentrer à la maison signifiait reprendre son rôle ingrat. Élise, issue d'une famille bourgeoise de Lyon, ne comprenait pas vraiment les contraintes de Sophie. « Pourquoi ne pars-tu pas ? Viens vivre avec moi » lui suggérait-elle souvent. Sophie secouait la tête, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas abandonner mes frères et sœurs. Ils ont besoin de moi. » C'était vrai, mais c'était aussi une excuse. La peur de l'inconnu, de la désapprobation familiale, la retenait. Les années passèrent, rythmées par des rendez-vous clandestins. Sophie trouva un emploi comme caissière dans un supermarché, ce qui lui permit de contribuer financièrement à la maison tout en gardant un œil sur la fratrie. Élise, diplômée, décrocha un poste d'enseignante dans un lycée parisien. Leur amour grandit dans l'ombre, fait de messages codés et de week-ends volés. Mais la tension montait. Sophie sentait un fossé se creuser, Élise voulait une vie ouverte, assumée, tandis qu'elle craignait le scandale.
Un soir, après une dispute particulièrement violente avec sa mère au sujet d'une facture impayée, Sophie craqua. Elle confia à Élise son épuisement, son ressentiment envers ses parents qui l'avaient exploitée comme une domestique gratuite. Ils m'ont volé ma jeunesse, murmura-t-elle. Élise l'encouragea à confronter sa famille, à réclamer sa liberté. Mais Sophie hésitait, tourmentée par la culpabilité. Était-ce égoïste de vouloir une vie à elle? N'avait-elle pas un devoir moral envers ceux qui l'avaient élevée? Même si c'était mal? La crise éclata quand le petit dernier, Antoine, âgé de 10 ans, tomba malade. Une pneumonie qui nécessita une hospitalisation. Sophie passa des nuits entières à son chevet, jonglant avec son travail. Ses parents, au lieu de la remercier, la blâmèrent pour ne pas avoir vu les signes plus tôt. C'en fut trop. Elle décida de partir, mais pas sans un plan. Elle économisa en secret, chercha un appartement modeste à Paris. Élise fut son pilier. Elles parlèrent de mariage, de vie commune. Même si la loi française sur le mariage pour tous était récente et encore controversée dans certains milieux. Sophie imaginait un avenir où elle pourrait être elle-même, sans masque. Mais le destin en décida autrement. Un jour, en fouillant dans les affaires de Sophie pour emprunter de l'argent, sa mère trouva des lettres d'Élise. Des mots d'amour explicites, signés d'un cœur. La confrontation fut brutale. « Tu es une perverse. Comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi, hurla sa mère. Son père, silencieux d'habitude, ajouta, tu nous déshonores. Sors d'ici. Les frères et sœurs, témoins malgré eux, regardaient avec des yeux écarquillés. Sophie, les larmes coulant, essaya d'expliquer, je n'ai pas choisi ça. J'aime Élise. C'est tout. Mais ces mots tombèrent dans le vide. Elle fut chassée comme une paria. Seule sur le trottoir, sous la pluie battante, Sophie appela Élise. C'est fini. Je suis libre. Mais à quel prix? Élise la rejoignit, l'emmena chez elle. Pour la première fois, Sophie dormit sans le poids des responsabilités familiales. Mais le lendemain, les appels affluèrent, insultes, supplications, menaces. Sa sœur cadette, Marie, pleurait au téléphone. Reviens, Sophie. On a besoin de toi. Le cœur déchiré, Sophie se demanda si elle avait fait le bon choix. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Sophie s'installa chez Élise, dans un petit appartement du 11e arrondissement. Elle trouva un meilleur emploi comme assistante administrative dans une association LGBT, où elle se sentit enfin à sa place. Mais les ombres du passé la hantaient. Ses parents diffusèrent des rumeurs dans le quartier, la dépeignant comme une ingrate, une déviée. Des amis d'enfance la fuirent, influencés par les préjugés. Élise, patiente, l'aidait à naviguer ces eaux troubles. Elles assistèrent à des groupes de soutien, où Sophie apprit que son histoire n'était pas unique. Beaucoup de femmes lesbiennes en France luttaient contre l'homophobie familiale, surtout dans les classes populaires. Mais un nouveau conflit surgit, Élise voulait des enfants. On pourrait adopter ou faire une PMA, suggérait-elle. Sophie, traumatisée par son rôle forcé de mère,
Reculait. J'ai déjà élevé 6 enfants. Je ne suis pas prête. Cette divergence creusa un fossé. Des disputes éclataient, remettant en question leur relation. Sophie se sentait coupable, avait-elle sacrifié sa famille pour rien si elle perdait Élise? Elle consulta une thérapeute, qui l'aida à dénouer les nœuds de son passé. Vous avez le droit à votre vie, lui dit-elle. Petit à petit, Sophie apprit à pardonner. Non pas à ses parents, mais à elle-même. Un jour, une lettre arriva. C'était de son frère aîné, Julien, maintenant adulte. On t'aime. Sophie. Viens nous voir. Hésitante. Elle accepta une rencontre dans un café neutre. Là, elle apprit que la famille s'effondrait sans elle, disputes constantes. Négligence. Julien avoua, maman regrette. Mais elle est trop fière pour l'admettre. Sophie, émue, offrit son aide. Mais à distance. Je ne redeviendrai pas votre esclave. De retour chez Élise, elle proposa un compromis, explorer l'idée d'enfant plus tard, quand elle serait guérie. Leur amour, testé par le feu, en sortit renforcé. Mais les cicatrices restaient. Sophie se demanda souvent si le prix de la liberté valait la solitude imposée. Les mois suivants apportèrent une accalmie précaire. Sophie s'épanouissait dans son nouveau travail à l'association Arc-en-Ciel, où elle aidait d'autres personnes LGBT à naviguer les méandres administratifs et émotionnels. Paris, avec ses rues animées et sa communauté vibrante, lui offrait un refuge. Elle participait à des manifestations pour les droits, sentant pour la première fois un sentiment d'appartenance. Élise, fière, l'accompagnait, main dans la main, défiant les regards parfois hostiles. Mais le passé refit surface de manière inattendue. Un appel de l'hôpital, sa mère avait fait une chute. Fracture du col du fémur. Elle demande après toi, dit l'infirmière. Sophie, le cœur serré, se rendit à l'hôpital Cochin. Là, dans la chambre blanche, sa mère, affaiblie, murmura, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sophie ravala sa colère. « C'est toi qui m'as chassée. » Une conversation tendue s'ensuivit, révélant des vérités enfouies. Sa mère avoua avoir été forcée elle-même à un mariage arrangé jeune, sacrifiant ses rêves pour la famille. « Je pensais que c'était normal, dit-elle. » Sophie comprit alors les chaînes générationnelles, mais refusa d'être le maillon suivant. De retour, elle confia à Élise, « Je l'aime encore. » Malgré tout. Élise, compréhensive, suggéra une thérapie familiale. Mais Sophie doutait, pouvait-on réparer des années de négligence? Entre-temps, un nouveau défi surgit au travail. Une jeune femme, Amina, issue d'une famille maghrébine conservatrice, cherchait de l'aide après avoir été rejetée pour son orientation. Son histoire résonnait avec celle de Sophie, forcée à s'occuper de ses siblings, puis exilée. En l'aidant, Sophie revivait ses propres traumas. Mais cela la fortifiait aussi. Élise, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa famille, bien que plus ouverte, n'acceptait pas pleinement leur relation. Lors d'un dîner à Lyon, sa mère glissa, « C'est une phase. Ma chérie. Tu mérites une vraie famille. »
Élise défendit Sophie avec ferveur. Mais rentra blessée. Pourquoi est-ce si dur, pleura-t-elle. Sophie la serra dans ses bras, réalisant que l'amour exigeait des sacrifices constants. La tension culmina lors d'une manifestation contre l'homophobie. Des contre-manifestants, brandissant des pancartes religieuses, hurlaient des insultes. Sophie, en première ligne, fut poussée au sol. Élise la releva. Mais l'incident les ébranla. Et si on partait? À la campagne? Loin de tout ça, proposa Élise. Sophie refusa, je ne fuirai plus. C'est ma vie maintenant. Un trahison inattendu vint de l'intérieur. Julien, son frère, qui semblait allié, révéla à leurs parents des détails sur la vie de Sophie, espérant une réconciliation forcée. Je pensais bien faire, s'excusa-t-il plus tard. Sophie, furieuse, coupa les ponts temporairement. Tu ne comprends pas le mal que tu fais. Cela raviva ses doutes, valait-il mieux rompre définitivement avec sa famille? Au milieu de ce chaos, leur relation avec Élise s'approfondit. Elles voyagèrent à la Côte d'Azur pour un week-end. Où, face à la mer, elles échangèrent des vœux informels. Je t'aime pour qui tu es, dit Élise. Sophie, émue, répondit, moi aussi, malgré les tempêtes. Mais à leur retour, une nouvelle bombe, Amina, la jeune femme aidée par Sophie, tenta de se suicider après une confrontation familiale. Sophie se sentit responsable. Si je n'avais pas encouragé son coming out, murmura-t-elle. La thérapeute l'aida à voir clair, vous ne pouvez pas porter le monde sur vos épaules. Petit à petit, Sophie apprit à poser des limites. Elle reprit contact avec Marie, sa sœur cadette, qui, à 16 ans, montrait des signes de rébellion similaires. Je ne veux pas finir comme toi, dit Marie. Sophie sourit tristement, alors bats-toi pour ta liberté dès maintenant. Les fêtes de fin d'année approchèrent, amplifiant les solitudes. Sophie refusa l'invitation familiale, choisissant de passer Noël avec Élise et des amis LGBT. Ce fut libérateur, mais teinté de mélancolie. Elle envoya des cadeaux anonymes à ses siblings, un geste discret de soin persistant. Un soir, Élise aborda à nouveau le sujet des enfants. Pas maintenant. Mais un jour. Sophie hésita. Puis acquiesça. Peut-être. Si on le fait ensemble. C'était un pas vers la guérison. Mais les nuages persistaient, des rumeurs au travail sur une restructuration menaçaient son emploi. Sophie se demanda si la société française, malgré ses avancées, était vraiment prête pour des vies comme la sienne. L'année nouvelle apporta des changements radicaux. Sophie, motivée par ses expériences, décida de poursuivre des études en travail social, s'inscrivant à des cours du soir à l'université Paris 8. Élise l'encouragea, fière de sa résilience. Mais jongler entre travail, études et relations s'avéra épuisant. Des nuits blanches à réviser. Des disputes sur le temps passé ensemble. Un conflit majeur éclata quand Élise reçut une offre d'emploi à Bordeaux. C'est une promotion? Sophie. On pourrait déménager. Sophie paniqua, quitter Paris signifiait s'éloigner définitivement de sa famille. Même dysfonctionnelle. Je ne suis pas prête à tout abandonner. Élise, frustrée, répliqua,
Tu es coincé dans le passé. La dispute dégénéra, menant à une séparation temporaire. Élise partit chez une amie, laissant Sophie seule avec ses pensées. Dans cette solitude, Sophie confronta ses démons intérieurs. Était-elle capable d'aimer sans condition? Avait-elle internalisé les préjugés de sa famille? Elle appela sa thérapeute en urgence, explorant les racines de sa peur de l'abandon. Vous avez été abandonné émotionnellement enfant, expliqua-t-elle. Cela illumina tout, son attachement excessif à la fratrie, sa réticence à lâcher prise. Pendant ce temps, sa famille continuait à imploser. Son père perdit son emploi suite à une restructuration chez Renault. La mère, encore fragile, appelait Sophie en cachette, suppliant de l'aide financière. Tes frères et sœurs souffrent. Sophie envoya de l'argent, mais avec un message clair, c'est la dernière fois. Apprenez à vous débrouiller sans moi. Réconciliés avec Élise après des excuses mutuelles, elles décidèrent de rester à Paris. Mais un nouveau twist, Marie fugua de la maison, atterrissant chez Sophie. Je ne supporte plus. Ils sont toxiques. Sophie, partagée entre devoirs et limites, l'accueillit temporairement. Élise, généreuse, aida Marie à s'inscrire au lycée et à trouver un thérapeute. Mais cela raviva les tensions familiales. Les parents accusèrent Sophie d'enlèvement, menaçant d'appeler la police. Une médiation fut organisée par l'association. Dans une salle neutre, face à face avec ses parents, Sophie déversa des années de ressentiment. Vous m'avez volé ma vie. J'ai élevé vos enfants pendant que vous. Quoi? Travailler? Non. Vous avez délégué. Sa mère pleura, on n'avait pas le choix. Son père, mutique, finit par admettre, on a eu tort. Ce fut un début de catharsis, mais pas de pardon immédiat. Marie choisit de rester avec Sophie, obtenant l'émancipation légale. Cela renforça le lien entre les sœurs, mais ajouta des responsabilités. Sophie se sentit piégée à nouveau, était-ce un cycle éternel? Élise la rassura, c'est différent. Tu choisis cette fois. Au travail, Sophie mena une campagne contre la discrimination familiale dans la communauté LGBT. Elle organisa des ateliers, partageant son histoire. Cela attira l'attention des médias, un article dans Le Monde la dépeignit comme une survivante. Mais cela exposa aussi sa vie privée, invitant des trolls en ligne. Des messages haineux, retourne chez tes parents. Perverse. Sophie, blessée, douta de sa visibilité. Élise, protectrice, suggéra une pause des réseaux. Elles passèrent un week-end à Normandie, marchant sur les plages, discutant d'avenir. Marions-nous, proposa Élise impulsivement. Sophie, surprise, accepta. La préparation du mariage civil fut un mélange de joie et d'angoisse. Inviter la famille? Sophie opta pour un non catégorique. Sauf Marie et Julien, qui s'étaient excusés. Le jour J, à la mairie du 11e, fut intime. Des amis, des collègues, applaudirent. Mais un appel perturba la fête, Antoine, le petit dernier, hospitalisé pour une crise d'asthme aggravée par le stress familial. Sophie, en robe blanche, se précipita à l'hôpital. Là,
Elle trouva ses parents épuisés. Merci d'être venu, murmura sa mère. Pour la première fois. Un geste de tendresse, une étreinte. De retour à la réception. Sophie réfléchit, le pardon était-il possible? Élise, compréhensive, dit, c'est ton choix. La nuit de noces fut douce. Mais Sophie ne put s'empêcher de penser aux dommages collatéraux de ses décisions. Les mois suivants virent une amélioration lente. Sophie aida ses parents à trouver des aides sociales. À distance. Marie s'épanouit. Explorant sa propre identité. Mais un revers, Élise découvrit une infidélité passée de Sophie. Un flirt bref lors de leur séparation. Comment as-tu pu, hurla-t-elle. Sophie. Coupable. Expliqua, j'étais perdue. La confiance ébranlée. Elles entrèrent en thérapie de couple. La thérapie révéla des fissures profondes. Élise admit sa propre insécurité. Issue d'une enfance privilégiée mais émotionnellement distante. Sophie confronta son pattern de sacrifice, j'ai toujours mis les autres avant moi. Elles travaillèrent à reconstruire. Mais le processus fut douloureux. Rempli de doutes et de recul. Entre-temps, le travail de Sophie prit une tournure dramatique. L'association fit face à des coupes budgétaires gouvernementales, menaçant sa survie. Sophie mena une pétition, manifestant devant l'Assemblée nationale. Lors d'un affrontement avec la police, elle fut arrêtée brièvement pour trouble à l'ordre public. Libérée, elle devint une figure symbolique. Mais à quel coût? Des menaces anonymes arrivèrent, forçant un déménagement temporaire. Élise, effrayée, questionna leur vie, est-ce que ça en vaut la peine? Sophie, déterminée, répondit, oui. Pour toutes celles qui viennent après. Cela renforça leur lien, mais ajouta de la pression. Marie, témoin, décida de s'engager aussi, rejoignant un groupe jeune LGBT. Un tournant majeur, la mère de Sophie, hospitalisée pour un cancer naissant, demanda une réconciliation. Je regrette tout, confia-t-elle lors d'une visite. Sophie, émue, accepta un dialogue ouvert. Elles parlèrent des heures, dénouant les malentendus. Je n'ai jamais voulu te blesser, dit sa mère. Sophie pardonna partiellement, mais le mal est fait. Son père, plus réservé, envoya une lettre, je suis fière de toi. Malgré tout. Cela guérit une partie de Sophie. Mais pas tout. Elle réalisa que le pardon n'effaçait pas les cicatrices. Avec Élise, elles explorèrent l'adoption. Des rendez-vous avec des agences révélèrent les biais contre les couples lesbiens. C'est discriminatoire, ragea Sophie. Elles luttèrent légalement, gagnant un agrément après des mois. Mais Sophie hésitait encore, suis-je prête à être mère volontairement? Un betrayal final vint de Julien. Jaloux de l'attention sur Sophie, il contacta les médias avec des détails distordus, la dépeignant comme une abandonneuse. L'article parut dans un tabloïd, exacerbant les tensions. Sophie, furieuse, le confronta, pourquoi? Il avoua, j'ai toujours été dans ton ombre. Cela brisa les derniers liens fraternels fragiles. Marie, loyale, choisit Sophie. Tu es ma vraie famille. Ensemble, elles aidèrent Antoine et les plus jeunes à distance, via des appels et des visites sporadiques. Élise et Sophie,
Renforcés. Adoptèrent une petite fille. Lila. Âgée de 3 ans. Orpheline. La maternité transforma Sophie, elle apprit à aimer sans se sacrifier entièrement. C'est différent, confia-t-elle à Élise. Mais les défis persistaient, préjugés à l'école. Regards dans la rue. Un soir. Lors d'une réunion familiale forcée pour l'anniversaire d'Antoine. Les tensions explosèrent. Les parents accusèrent Sophie d'avoir corrompu Marie. Élise défendit, l'amour n'est pas une corruption. La soirée se termina en chaos. Avec Sophie partant en larmes. De retour chez elle. Sophie questionna tout, avait-elle fait les bons choix? Élise la rassura, nous avons construit quelque chose de beau. Mais les doutes lingèrent. Les années passèrent. Lila grandissant dans un foyer aimant. Sophie, maintenant directrice de l'association, influençait des politiques nationales. Sa famille, fragmentée, maintenait un contact minimal. Les cicatrices s'estompèrent, mais jamais complètement. Avec le temps, Sophie trouva un équilibre précaire. Lila, maintenant 6 ans, apportait joie et chaos, rappelant à Sophie les bons moments de son rôle passé, sans l'amertume. Élise et elle célébraient leur 10e anniversaire, entourées d'amis fidèles. Mais les échos du passé ressurgissaient, un appel de sa mère, affaiblie, demandant à voir sa petite fille. « Laisse-moi réparer, supplia-t-elle. Sophie, après réflexion, accepta une visite supervisée. Voir Lila jouer avec sa grand-mère fut bittersweet. « Elle te ressemble, murmura sa mère. Sophie répondit, espérons qu'elle ait une meilleure enfance. Ce fut un pas vers la guérison générationnelle. Au travail, Sophie mena une campagne réussie pour plus de protection contre la discrimination familiale. Son témoignage au Sénat toucha beaucoup, changeant des lois mineures. Mais personnellement, elle luttait encore avec l'identité, était-elle définie par son passé ou par ses choix? Marie, adulte, révéla son propre coming out bisexuel. Grâce à toi, je n'ai pas peur. Sophie, fière, l'aida à naviguer. Cela renforça leur lien, contrastant avec les relations brisées avec les autres siblings. Un climax final, le père de Sophie mourut subitement d'une crise cardiaque. Aux funérailles, la famille se réunit. Tension palpable. Julien accusa Sophie, « Si tu n'étais pas partie. » Elle riposta, « Si vous ne m'aviez pas forcé. » Des mots durs échangés, menant à une catharsis collective. La mère, veuve, choisit de vivre avec Julien, mais maintint un contact avec Sophie. Élise, pilier constant, suggéra un voyage en famille, Italie. Pour Lila. Là, face au Colisée, Sophie réfléchit à la résilience humaine. Nous survivons aux ruines, dit-elle. De retour, elles affrontèrent une crise, Lila fut harcelée à l'école pour avoir 2 mamans. Sophie, enragée, confronta la direction, gagnant des excuses et une sensibilisation. Cela raviva ses combats intérieurs, la société progressait-elle vraiment? Les années consolidèrent leur vie. Sophie écrivit un livre sur son parcours, devenant une voix pour les invisibles. Les royalties aidèrent sa famille restante. Mais les regrets persistaient, avait-elle payé trop cher pour sa liberté? À la fin,
Sophie se posa devant le miroir, voyant une femme forte, mais marquée. Élise l'enlaça, nous l'avons fait. Oui. Mais à quel prix? Était-il juste que Sophie doive sacrifier sa jeunesse pour sa famille? Seulement pour être rejetée quand elle a choisi l'amour authentique?